Salut les tchoubous, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel de dessin. C'est la suite vraiment du précédent tutoriel dont je mets le lien dans la description de la présente vidéo, que je vous encourage donc vivement à voir ou à revoir le cas échéant, puisque j'y expliquais des bases à partir desquelles je vais continuer aujourd'hui, mais sur un thème plus spécifique. Et donc encore une fois, ces bases, c'était vraiment comment dessiner un personnage, en l'occurrence un bonhomme, mais comme je vous l'ai montré, ça peut être absolument n'importe quoi, en fait, ça peut être un dinosaure, ça peut être un petit chat. C'était vraiment la technique, celle que moi j'utilise et que je trouve qu'elle fonctionne bien. C'est pas une technique parfaite, c'est pas la technique idéale, voilà, je vous transmets ça parce que je sais que ça fonctionne bien, mais voilà, après à vous de vous faire une opinion et de l'adapter même comme ça vous chante. Mais c'est voilà cette technique où on utilise les trois blocs fondamentaux, indéformables, j'allais dire d'un corps humain, mais ça vaut pour plein de créatures animales, mammifères, d'oiseaux, etc., que sont la tête, la cage thoracique, les os du bassin. Et donc je vais poursuivre sur cette technique-là. Et donc pour assimiler un peu ces bases-là, je vous encourage vraiment à voir la vidéo précédente et ensuite à poursuivre avec celle d'aujourd'hui qui va être beaucoup plus spécifiquement consacrée au dessin de Bélaminette. Et donc oui, je vais vous apprendre à faire les Bélaminettes. Alors bon, aujourd'hui, on ne va pas énormément rentrer dans le détail, et ça va être une bonne part de mon propos, c'est qu'il faut toujours, je crois, commencer par poser les masses principales et les articuler les unes par rapport aux autres pour obtenir le mouvement, l'énergie qu'on veut, et puis bah, les proportions qui nous conviennent. Il ne faut pas commencer par les détails et poser les grandes formes après, parce qu'en général, ça ne marche pas vraiment. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'on va apprendre à construire l'anatomie d'une bélaminette et à la positionner dans l'espace, à l'orienter, à l'articuler, etc. Et ça sera toujours une assez bonne base pour ensuite, et ça on le verra ultérieurement, rajouter des détails et puis peaufiner des trucs, etc. En parlant de proportions, comme je l'ai dit précédemment, en parlant du fait que y a plein d'espèces animales sur la Terre qui sont construites plus ou moins de la même façon. De même, quand on dessine un être humain, alors vous verrez certainement dans des livres, dans des vidéos, etc., des gens qui vont vous dire euh, qui vont vous parler de proportions idéales, ou qui vont vous dire que voilà, un corps humain, la hauteur totale du corps, ça va être 8 têtes et demi, ou je sais pas quoi, je connais même pas voilà, ces trucs-là, mais j'y crois pas trop. Pour moi, il n'y a pas de proportion idéale. Je dessine mes personnages à ma façon, avec mon style, et donc ils ont certaines proportions. Voilà, les bonnes proportions, ça sera les proportions qui vous plaisent, et c'est vraiment à vous de les trouver. Simplement, pour obtenir grosso modo une créature qui ressemble à un être humain, il faut effectivement se tenir dans une certaine marge, dans une certaine moyenne de proportion, faute de quoi, puisque justement tous les animaux sur Terre sont construits un peu de la même manière, mais avec des différences de proportions. Il y en a qui ont des pattes arrière plus longues, ou les doigts sont tellement longs qu'on a l'impression que c'est un genou inversé, etc. Où il y a les vertèbres sont plus longues, et donc ça fait des coups très longs comme les girafes, etc. Tout ça, voilà, c'est typique du règne animal, c'est qu'il y a on a la même structure intérieure, mais des différences de proportions font globalement des espèces différentes. Et donc, si vous voulez que ça ressemble à un être humain, bah oui, il y a des proportions à peu près à respecter, mais il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de perfection dans ces trucs-là, c'est juste ridicule. Faites quelque chose qui vous plaît, et ça sera bien. Et donc, tout ça, je vais le faire dans un logiciel qui s'appelle Krita, pour une raison première qui est toute simple, c'est que ça me permet d'enregistrer ce qui se passe à l'écran, et donc de faire beaucoup plus facilement qu'en mettant une caméra et l'éclairage qui va bien au-dessus d'une feuille de papier, l'enregistrement qui va permettre de vous montrer tout ça en vidéo. Et puis bon, il se trouve que pour ça j'ai une tablette graphique, donc voilà, c'est une surface avec un stylet où je peux dessiner comme si c'était sur une feuille de papier, mais ça n'est pas un tutoriel d'utilisation de Krita. J'utilise ce logiciel parce
parce qu'il est chouette, parce que c'est un logiciel libre et que j'aime beaucoup la philosophie du logiciel libre, et parce qu'il est gratuit et que si vous voulez faire la même chose chez vous, et ben vous pourrez, par exemple, vous en inspirer pour adopter le même logiciel sans avoir besoin de pirater un programme de dessin, puisque voilà, on peut le récupérer gratuitement, parfaitement légalement. Et en plus, vous pourrez faire ça quel que soit l'ordinateur que vous utilisez, puisque il est multiplateforme, il tourne à l'identique sous Windows, sous macOS, sous Linux, c'est la même chose. Mais si vous n'avez pas de tablette graphique ou si vous utilisez un autre logiciel, c'est pareil, c'est pas un problème. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire sur un ordinateur, c'est pas gênant non plus. Vous prenez une feuille de papier, un crayon et ça sera exactement la même chose. J'allais dire un papier, un crayon, une gomme, mais même la gomme, il n'y a pas besoin. Moi, je suis pas partisan de l'utilisation de la gomme. Comme je vous montrerai dans le logiciel, si j'ai besoin de refaire, d'améliorer un truc, je mets plus de traits, ou si je le fais sur un autre calque, et ben je crée un autre calque. Et pareil, n'hésitez pas à prendre une autre feuille. Faut pas s'arrêter en route parce qu'on estime que c'est pas parfait. Ça veut rien dire. Faut vraiment se donner une grande liberté et c'est là vraiment qu'on apprend à dessiner. Donc bref, voilà, j'y vais directement. On va passer maintenant à Krita. Voilà, nous voilà dans Krita et je vais y créer un document vierge, une, euh, une image carrée, hop là, dans laquelle je vais travailler avec un crayon tout simple, en bleu. Pourquoi en bleu? Parce que c'est une couleur qui est légère, qui contraste pas trop fort. Et donc moi, mon habitude, après vous faites comme vous voulez, c'est que quand je gribouille, quand je fais mes patates, je me prends pas la tête à faire des trucs super propres, forcément bien proportionnés, du premier coup, etc. Donc souvent il y a plein de traits un peu dans tous les sens et c'est pas gênant puisque comme je l'ai déjà expliqué, c'est après coup que je vais comment dire, repasser par-dessus sur un autre calque pour faire un trait plus propre, et donc je vais faire le tri, et je trouve que c'est quand même plus efficace, on perd moins son inspiration, on perd moins le fil de ses idées, et puis l'énergie qu'on voulait mettre dans le dessin, quand on travaille de cette façon, c'est-à-dire en fait en ne gommant pas. Je gomme très très peu. Je fais, si mon trait est pas bon, bah, je recommence, et puis j'en rajoute, et c'est pas très grave, je ferai le tri à la fin. Et c'est pour ça que le bleu, voilà, c'est plutôt une bonne idée. Alors j'efface tout ce bazar, et donc je vais essayer de faire un personnage à peu près qui tient à peu près la route, et donc comme j'avais dit, on va essayer de dessiner une bélaminette. Donc déjà, on place le bloc de la tête, un bloc évidemment un peu plus grand qui va être celui de la cage thoracique, et puis un autre bloc qui va être les os du bassin. Donc voilà, on a à peu près nos trois éléments fondamentaux, nos trois briques de Lego là. Et puis on va rajouter ensuite les éléments accessoires, qui ne sont pas tant que ça, mais qui vont faire que ça va commencer à ressembler à un être humain. Donc déjà, puisqu'on est dans les traits de construction, tout ce qu'on fait là, c'est les traits de construction. Je rajoute une ligne de symétrie, comme ça, voilà, c'est le milieu. Je vais préciser un petit peu là la section du bassin. On va raccorder tout ça. On va mettre un cou. Voilà, mettre la tête un petit peu plus bas. Des épaules. Donc là, on part sur un modèle vraiment très très simple, puisqu'on va faire une belle aminette debout, de face. Vraiment, on peut pas faire plus simple. On fera des trucs plus compliqués juste après, je vous montrerai. Alors, voilà. Après, encore. Donc, comme j'ai expliqué aussi, je me répète, mais c'est pas grave, on place vraiment des petites patates aux endroits stratégiques pour dire, voilà, cet élément-là, il sera là. Et puis, ah bah, vous pouvez pas voir parce que j'enregistre ce qui se passe à l'écran, mais j'ai un chat sur la tablette graphique, ça m'aide pas. Alors, un mollet, un autre, et puis des pieds. Vous voyez, je fais ça vraiment hyper simple. Hein. En vrai, c'est drôlement plus compliqué les pieds. Alors, un bras, un autre, et voilà, et une main, et une main. Voilà, pas très compliqué. On a des éléments de base. On va poser la ligne pour les yeux, et puis remettre des points, là, façon Tintin.
hop là. Voilà, ça, c'est vraiment le système de base. L'idée étant toujours la même, c'est-à-dire que je commence pas par faire des détails et puis à construire le reste autour, parce que c'est pas efficace, c'est comme ça qu'on fait enfin j'allais dire du Picasso, bon c'est pas exactement le propos, mais voilà, je vais vous montrer sur un autre calque ce qui se passe. Si je commence par exemple par faire un œil, voilà, je me dis ah les yeux c'est rigolo à dessiner, et puis je connais des astuces pour faire la petite lumière dans les yeux, etc., pour mettre un sourcil. Et puis après je vais faire l'autre œil, et puis après je vais mettre le nez, et puis après je vais mettre la bouche. Et puis en fait je sais pas très bien les mettre les uns par rapport aux autres. Et puis si je fais le contour du visage après et le reste du corps, bref voilà, ça va faire du Picasso. Et c'est pas très efficace. Alors que si je commence par vraiment construire mes blocs principaux et que ils sont bien positionnés les uns par rapport aux autres et que les proportions c'est ce que je voulais, à ce moment-là, après, je peux rajouter les détails. Par exemple, là, j'ai mis le nombril, je savais où le mettre, parce que je sais à peu près où il se place sur la partie haute du bloc du bassin. Et puis, c'est pareil pour tout le reste. Les yeux, je sais où les mettre dès lors que j'ai mis ma ligne de symétrie, dès lors que j'ai mis la ligne pour les yeux, etc. Et je sais que les oreilles, elles seront quelque part par là. Et ça sera toujours plus facile de mettre les détails sur les blocs généraux plutôt que sur les éléments qui décrivent les formes globales, plutôt que de commencer par des détails et de m'apercevoir après coup que j'ai des problèmes de proportion, que j'ai des problèmes d'équilibre, etc. Donc voilà, là, j'ai un personnage qui a grosso modo euh, les éléments que je voulais et les proportions que je voulais. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est maintenant que j'ai construit un personnage qui tient à peu près la route de face, de fait il tient debout, je vais aussi vous rappeler les éléments de base pour dessiner un personnage qui est davantage positionné dans l'espace, toujours en faisant mes petits ballons, mes patates, mais en le faisant tourner légèrement dans cette direction. Donc là pareil, j'applique ma ligne de symétrie, et bien je l'applique sur les volumes concernés. Voilà, là je me fais des petits points de repère. Et donc je fais mes volumes en fonction du fait que c'est dans l'espace. Donc vous voyez, les éléments qui sont centraux, par exemple le nombril, ils sont plus exactement au milieu, ils sont partis sur le côté parce qu'ils ont suivi le volume. Pareil pour le visage. Voilà, on va se concentrer sur le visage. Les yeux sont de part et d'autre de la ligne de symétrie. Et donc du coup, ils partent aussi un peu sur le côté. Là, je vais faire une oreille, je vais faire le nez, je vais faire la bouche, et voilà. Je vais pouvoir... hop là. Voilà, je situe exactement les mêmes patates, les mêmes boudins, mais tout ça, c'est maintenant un peu plus visible dans un espace en 3D. Les pieds c'est compliqué. Hein. Voilà. Là, je fais des petits triangles, ça suffira bien pour l'instant. Et voilà.
Hop là, voilà. Toc. Ben voilà, j'ai un personnage qui fonctionne à peu près et que j'ai construit à partir de patates, donc en mettant ces fameux 3 blocs et sur lesquels ensuite je vais pouvoir commencer à poser des détails. Alors par exemple pour ça, ce que je peux faire pour me faciliter la vie, c'est créer un nouveau calque et puis choisir une autre couleur. Donc par exemple je vais prendre un violet comme ça, un truc comme ça, et puis là je suis sur un autre calque, et je vais commencer à pouvoir travailler certains détails. Par exemple, je vais faire des cheveux. Hop là. Vous voyez là par exemple, voilà, j'ai clairement des traits en trop puisque je fais passer devant des traits qui vont en fait passer derrière. Et là pareil, c'est pas gênant puisque en définitive, tout ça, c'est des traits d'ébauche. Donc, je vais me rapprocher encore et je vais pouvoir commencer à faire des traits de détails qui vont se placer facilement puisque j'ai commencé au départ par placer des points de repère qui sont extrêmement clairs. Voilà, bon j'ai un trait un peu gras pour un dessin de cette taille, mais c'est pour vraiment bien montrer le processus. Et je fais une tête un peu large. Hop là. Elle est louche un peu, on dirait. Hop, hop. Et voilà. Hop là, voilà. Oui, il n'y a pas énormément de traits, c'est pas fantastiquement compliqué. Bon, il se trouve aussi que j'ai fait un personnage dans une posture symétrique, assez simple, mais j'utilise encore une fois les astuces que je vous avais montrées dans le précédent tutoriel. Et qui consiste à placer d'abord les formes générales. Bon, là, je ne vais pas trop préciser les mains, mais... Et placer ensuite tous les petits détails de manière toujours à ne pas me perdre en route. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et après, vraiment, c'est une question d'expérience et puis de se documenter aussi. Il faut aller chercher de la doc photo, trouver des idées de posture, repérer les petits détails, les plis que font les bras à tel ou tel endroit, etc. Comment se placent les petits traits qui marquent les clavicules. Les petits traits qu'on peut faire pour indiquer les ombres des genoux, etc. Hop là. Et puis apprendre à construire les pieds. Alors ça c'est très difficile, les pieds. C'est vraiment une question et de pratique et de documentation. Et puis voilà, les doigts de pied aussi, c'est souvent. J'ai fait des grands pieds, je crois. C'est ça, quand on travaille à la loupe, des fois, on n'a plus trop une vision d'ensemble. Mais ça va, elle tient un peu la route, là, je crois. Voilà. Donc, une fois qu'on a ce genre de base, on peut commencer à poser des vrais détails et à rajouter tout un tas d'accessoires, à faire les vêtements, etc. Mais là, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment aller au-delà
Donc je vais reprendre un trait bleu, ça me plaît bien. Voilà. Alors, je vous ai montré comment je fais un personnage debout, de face, symétrique, et éventuellement aussi vu de 3/4 pour qu'on comprenne bien le positionnement dans l'espace. Et donc maintenant qu'on sait faire tout ça, ce qui va être vraiment rigolo, c'est de créer des postures en commençant par le placement de nos 3 blocs. Par exemple, voilà, là je fais une tête un peu penchée, et puis je vais mettre la cage thoracique un peu en dessous, un peu pliée, et puis je vais mettre les os du bassin ici, par exemple. Donc, si je mets ce personnage un petit peu vu de 3/4, vous voyez qu'il a suffi que je place mes trois premières patates pour avoir déjà, en fait, ça donne une indication de la courbure de la colonne vertébrale, en fait. Et donc voilà, c'est toujours pareil. Je commence par fabriquer mon petit pantin en bois, là. Hop là. Et on peut vraiment s'amuser avec ça. En quelques instants, on peut chercher une posture. Et puis, si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, c'est pas grave, on fait un autre dessin. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hop. Vous voyez, si je cherche autre chose, je perds pas du temps à gommer, à refaire, etc. Je vais simplement retravailler sur un autre calque, ou si c'est sur une feuille de papier, je prends une autre feuille. Hop. Vous voyez, là, j'ai commencé à mettre des petits détails alors même que j'avais pas encore placé les membres, donc je fais le contraire de ce que j'ai dit qu'il fallait faire. Mais c'est surtout parce que de cette façon, je clarifie mieux l'orientation du visage qui a pivoté par rapport au reste du corps. Et donc ça me permet, voilà, là pareil, j'ai placé le nombril pour dire voilà, le devant c'est là, et là mon personnage regarde sur le côté. Donc par exemple, je peux placer les jambes comme ça. Là il va y avoir les pieds. Et puis voilà, là les patates pour les épaules. Les bras. Hop là, et une main. Et voilà. Ce que je peux faire déjà, c'est recentrer un petit peu mon personnage. Je peux me l'agrandir un peu. Hop là. Et voilà, pareil. Donc maintenant que j'ai placé les éléments principaux, je peux commencer à placer des éléments de détail. Les contours du visage, la position du cou, etc. Bon, après tout ça, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, de la doc. Faut pas hésiter à aller chercher des photos, trouver. Il y a des sites où on trouve des photos de modèles qui posent dans des tas de postures rigolotes, dans des situations
intéressante, et donc ça permet de s'exercer. Hop là. Et donc là, par exemple, voilà, si je dessine les cheveux, je vais pouvoir les faire tomber en fonction de... Alors, comme elle tourne la tête, on peut même faire en sorte que les cheveux suivent ce mouvement. Hop, voilà. Donc là, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Je fais simplement le placement de toutes mes petites patates, tous mes boudins, pour construire vraiment la forme générale du personnage, essayer de trouver une posture qui correspond à ce que j'ai éventuellement choisi de dessiner, à ce que j'avais en tête, ou si c'est dans une illustration, une bande dessinée, où on doit représenter quelque chose en particulier, ben voilà, on peut commencer déjà par chercher la posture, et chercher la posture, généralement ça commence par placer ces trois patates comme il faut. Hop là. Voilà, d'autres exemples. Et tout ça, ça vient vraiment beaucoup du fait de penser ces volumes quand on les dessine. Pas juste dessiner des ovales et de se dire bon, on espère que ça va commencer à ressembler à un volume. Il faut vraiment le penser en volume, et c'est ça qui va permettre de le dessiner. On dessine en 2 dimensions, mais c'est comme ça que ça va permettre de placer les bons éléments au bon endroit, parce qu'on sait, on comprend comment est fait ce volume dans l'espace. Et donc vous voyez, ce que je fais là, c'est que je ne suis pas en train de placer les contours du personnage. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de placer mes ballons, et les contours vont venir par-dessus toute cette construction. Parce que les contours, c'est aussi du détail, en fait. D'abord, je pense, et je dessine ces petits blocs qui constituent le volume du personnage. Alors, toc. Voilà les genoux. Voilà. Et hop là. Donc voilà, toujours en mode petit pantin de bois. Et puis après, voilà, je peux m'amuser à faire des détails personnalisés. Et vous voyez, là par exemple, je dessine des volumes qui passent sous d'autres volumes, et j'hésite pas à faire tous les traits. C'est pas grave, là on est en mode vraiment rayon X, et c'est quand on repassera par-dessus sur un autre calque pour faire les traits définitifs qu'on va faire le tri, qu'on va se contenter des traits qui passent devant, et qu'on oubliera les traits qui passent derrière. Mais voilà, les traits qui passent de part et d'autre, par exemple, ils arriveront au bon endroit, parce qu'au départ, on n'a pas hésité à faire ce qui pourrait sembler être plus de traits que nécessaire. Mais il n'y a jamais trop de traits.
Vaut mieux trop de traits que pas assez. Voilà. Puis là, je peux m'amuser à mettre des... Je dirais qu'il y a une petite table, un truc comme ça. Allez, on fait un petit chat pour s'amuser. Alors, c'est pas seulement pour s'amuser, c'est aussi pour encore mieux décrire l'espace dans lequel se trouvent ces personnages, puisque de cette façon, on comprend encore mieux... alors, je prends mal là, voilà. Toc. Vous voyez, j'ai raté une patte, et ben c'est pas grave. J'ai pas besoin de la gommer, je vais juste refaire une patte au bon endroit. Voilà, tout ça est très rudimentaire, mais c'est vraiment parce que je pose les bases. On travaillera plus les détails une autre fois. Hop là. Et voilà. Il y a un petit chat. Et puis voilà. Voilà. J'espère que vous aurez bien compris que c'est une étape et que l'idée là, en vous montrant comment dessiner l'anatomie d'une bélaminette, c'était pas non plus de vous donner un cours pour apprendre à ne dessiner que des dames toutes nues, puisque évidemment après on verra comment rajouter des accessoires et notamment des vêtements bien sûr, mais exactement comme ce que je vous expliquais pour dessiner les éléments un petit peu secondaires du corps, les yeux, les oreilles, les doigts sur les mains, les doigts de pied, etc. Il faut d'abord poser les volumes principaux qui vont servir de support à tout le reste. Et donc de la même façon, comme les vêtements se posent sur le corps, il faut dessiner le corps avant de dessiner les vêtements. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, de manière générale, toutes les méthodes, les astuces que je n'ai évidemment pas inventé. Hein. C'est mon interprétation à moi de choses dans l'enseignement qu'on peut trouver ailleurs. Ce que je vous restitue là, ça n'a pas du tout vocation à être une discipline. De toute manière, et c'est vrai pour l'art en général, il s'agit toujours d'une recherche. Et donc, à vous de mener cette exploration et d'en retenir ce qui va vous convenir. Et puis, surtout, parce que c'est vraiment le plus important, faites-vous plaisir. Je vais me permettre de terminer sur une note culturelle parce qu'on a beaucoup parlé de patates pendant ce tutoriel et le saviez-vous, contrairement à comment dire, l'histoire couramment répandue, la pomme de terre, Solanum tuberosum, n'a pas été du tout découverte par Monsieur Parmentier. En fait, elle était déjà cultivée et appréciée dès le néolithique dans les régions de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine, et notamment le secteur du Pérou, et bien plus tard, elle a été trouvée là-bas et ramenée en Europe par le conquistador Pedro Chiesa de León, ça c'était au XVIe siècle, et c'est Charles de l'Écluse, un botaniste flamand de langue française, qui s'y est ensuite intéressé et qui a écrit plein de choses à son sujet. Et avant que ce soit finalement l'agronome, l'agronome François Mustel, un Normand, et oui, qui s'y est vraiment intéressé et au XVIIIe siècle et qui a popularisé sa culture et sa consommation en Normandie. Et Antoine Parmentier, qui reconnaissait lui-même François Mustel comme le premier apôtre de la pomme de terre, l'a finalement, comment dire, a récupéré un petit peu comment dire, la culture de la pomme de terre et a obtenu pour cela la reconnaissance royale peu avant la Révolution française. Et donc, on lui a attribué une paternité qui était plutôt due à François Mustel pour la popularisation de ce légume en France, mais
mais voilà, c'est plus ou moins une histoire qui s'est bâtie sur un malentendu, et donc je voulais tout de même vous donner quelques éléments historiques sur cette patate à laquelle j'ai beaucoup fait référence et à laquelle il convenait donc de rendre justice. Je vous remercie encore beaucoup et je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo.